Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central pour la santé publique et l'information scientifique, la manière dont les médias en ligne rapportent les résultats de la recherche médicale. L'article scientifique que je vous ai trouvé aujourd'hui est en description de la vidéo. Il a été publié en avril 2024 dans la revue Curious. L'idée de départ est assez simple. Le constat est que la majorité du public n'accède pas directement au contenu des articles scientifiques et découvre les résultats de la recherche via les médias en ligne. La question posée par l'auteur est donc la suivante. Les médias en ligne rapportent-ils correctement, complètement et honnêtement les résultats de la recherche? La diffusion de l'information médicale joue un rôle clé dans les décisions que chacun peut prendre pour sa propre santé et aussi dans les politiques de santé publique qui informent collectivement. Or, avec les médias numériques et les réseaux sociaux, la désinformation médicale peut se propager très rapidement. De nombreuses études ont déjà montré que les fausses informations en santé réduisent l'adhésion aux recommandations. Elles ont eu un impact mesurable, par exemple sur la vaccination, et elles contribuent à ce que l'OMS appelle une infodémie. Cependant, la plupart des recherches se concentrent sur les fake news ou les réseaux sociaux. Cet article s'intéresse à autre chose. Il s'intéresse aux médias, entre guillemets, légitimes, c'est-à-dire les grands sites d'information qui relaient des études scientifiques réelles. L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer la qualité du traitement de l'information scientifique médicale dans les articles de presse en ligne. Et pour cela, elle compare des essais cliniques randomisés publiés dans des grandes revues médicales avec des articles de presse qui en parlent. L'auteur a cherché à savoir si les journalistes fournissent à leurs lecteurs les informations nécessaires pour comprendre correctement une étude médicale. Passons maintenant à la méthodologie, qui est un point central de l'article. Les auteurs ont sélectionné 50 essais cliniques randomisés, publiés entre 2023 et 2024, dans des revues médicales de très haut niveau, parmi lesquelles on retrouve le New England Journal of Medicine, JAMA, BMJ, The Lancet, Annals of Internal Medicine ou encore Nature Medicine. Toutes les études étaient disponibles en accès libre. Elles concernaient des essais contrôlés randomisés et avaient fait l'objet d'au moins un article de presse. Ensuite, pour chaque essai clinique, les auteurs ont identifié un article de presse en ligne correspondant. Au total, on a donc 50 articles scientifiques et 50 articles de presse provenant de 34 organisations médiatiques différentes. Les médias et les études ont été anonymisés afin d'éviter toute stigmatisation et de se concentrer vraiment sur les tendances générales observées. Chaque article de presse a été évalué selon 4 critères essentiels, considérés comme indispensables pour une bonne compréhension médicale. Ces critères ont été notés de manière très simple, binaire, oui ou non. Par exemple, le premier critère, ça va être « Est-ce que l'article mentionne les conflits d'intérêts des auteurs de l'étude ?» Oui ou non. Deuxième critère, c'est « Est-ce que l'article évoque les faiblesses, les biais ou les limites méthodologiques ?» Troisième critère, ça va être au niveau des statistiques. Est-ce que l'article inclut des données statistiques réelles, comme des p-values ou des intervalles de confiance? Oui ou non, encore. Et le quatrième et dernier critère, c'est est-ce que la conclusion de l'article de presse correspond réellement à celle de l'étude scientifique? Les auteurs ont fixé un seuil élevé mais plutôt réaliste de 90% d'atteinte de chacun de ces critères pour pouvoir conclure qu'une information de presse est correctement relayée. Vous me direz, pourquoi 90%? Parce qu'un journaliste scientifique devrait, dans la grande majorité des cas, fournir ces 4 critères, ces 4 informations clés. Les résultats sont plutôt clairs et surprenants. Pour les conflits d'intérêts, ils sont mentionnés dans seulement 20% des articles de presse. On est très loin des 90% attendus. Autrement dit, 4 articles sur 5 ne disent rien sur les conflits d'intérêts. Par rapport aux limites des études, elles sont mentionnées dans 28% des articles de presse.
Ça veut dire que plus de 7 articles sur 10 ne discutent pas de limites. Cela empêche le lecteur de comprendre la portée réelle des résultats. Au niveau des statistiques, elles sont présentes uniquement dans 38% des articles de presse. La majorité des lecteurs ne voit donc aucune donnée chiffrée. Et sans statistiques, il est impossible d'évaluer l'ampleur réelle d'un effet ou même de se rendre compte de l'événement étudié. Et enfin, l'étude observe que 86% des articles de presse avaient une conclusion globalement alignée avec l'étude scientifique. Ce chiffre est proche de 90%, comme ce qui était plutôt attendu d'une information de qualité. C'est peut-être le seul point relativement positif. Mais si on exigeait un standard plus strict, par exemple 95%, alors ce résultat deviendrait insuffisant. Je vous rappelle que l'étude a permis de comparer 50 essais cliniques randomisés avec 50 articles de presse en ligne. Dans 43 cas sur 50, les conclusions des médias étaient alignées avec celles des études scientifiques. Mais dans 7 cas, il y avait un désaccord entre la conclusion de l'étude médicale et la conclusion présentée dans l'article de presse. Quelques exemples concrets, on a par exemple une généralisation à toutes les populations alors que l'étude portait sur un groupe précis. On pouvait avoir aussi une affirmation de bénéfices cliniques non démontrés, ou des titres affirmatifs alors que l'étude parlait de résultats possibles ou incertains. Et on pouvait aussi observer une confusion entre l'amélioration d'un indicateur et une réduction de mortalité. Donc jamais une sous-estimation, toujours une surinterprétation. Les journalistes ont exagéré la plupart du temps ou survendu les résultats de l'étude. Donc si on résume, sur les 50 articles de presse, 4 articles seulement respectaient les 4 critères à la fois, 46 présentaient au moins une lacune majeure et 3 articles n'en respectaient aucun. Ces résultats ont des conséquences importantes. Quand les médias ne parlent pas des conflits d'intérêts, ne mentionnent pas les limites, ne montrent pas les statistiques, les lecteurs en face risquent de surestimer l'efficacité du produit ou du traitement, risquent de mal comprendre les risques et de prendre des décisions pour leur santé sur la base de connaissances incomplètes. Cela alimente la désinformation, la perte de confiance dans la science, dans les scientifiques, et parfois des comportements dangereux. L'auteur propose une solution claire et plutôt pragmatique, c'est d'adopter un format structuré pour les articles de presse médicale, comme on fait en fait pour les articles scientifiques. Par exemple, on a une structure très précise. On commence par le contexte et l'objectif de l'étude, puis on déroule la méthodologie, puis les résultats avec des chiffres. Enfin, on évoque les limites et possiblement une conclusion fidèle à l'article scientifique. Et enfin, on aborde les conflits d'intérêts. L'auteur, dans son article, reconnaît plusieurs limites à l'étude. Il reconnaît qu'il a utilisé uniquement des articles scientifiques issus de grandes revues médicales. Uniquement des essais randomisés. Il aurait pu choisir aussi des études observationnelles. Et il s'est basé uniquement sur des médias anglophones et sur une période de temps très limitée, puisqu'on est entre 2023 et 2024. Les résultats présentés ne sont donc pas universels, mais ils sont indicatifs de ce qui se passe dans les médias sur ces quelques articles sélectionnés dans de grandes revues. Pour conclure, cette étude montre que le problème de la désinformation médicale ne vient pas seulement des fake news, il vient aussi de lacunes qu'il peut y avoir dans les médias en ligne. Améliorer la qualité du journalisme médical, c'est pas un luxe, c'est un enjeu de santé publique. Et il faut une collaboration entre les journalistes, les chercheurs, les institutions, pour être capable de mieux informer, permettre aux personnes de mieux décider et de mieux se soigner. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.